réinventons la gestion documentaire grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc, Jean-Nicolas Carnet, moi je suis le DGA et responsable du secteur privé. Et donc je suis accompagné de... Salah Zidi, directeur de recherche, docteur en IA. Donc on vous propose donc une première partie, c'est une présentation de Neoledge, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et en deuxième partie, je pense que c'est un sujet qui va beaucoup plus intéresser, c'est l'intelligence artificielle au service d'Elise, donc notre outil de gestion électronique documentaire, et avec plusieurs thématiques, donc d'une partie présentation du laboratoire de Neoledge, donc spécialisé dans l'IA, et 3 cas d'exemples spécifiques sur l'autoclassification, l'auto-indexation et le traitement du langage naturel. Et si on a un peu de temps derrière, on vous proposera de vous montrer quelques cas d'exemples et démonstrations avec des questions à la fin. Est-ce que ça vous convient? Allons-y alors. Donc Neoledge, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur purement français, spécialisé dans la gestion documentaire depuis plus de 15 ans. On vient initialement de la gestion de courrier et l'outil donc c'est préposé à faire de la gestion électronique de documents derrière. Et derrière, avec la partie gestion de processus directement intégrée avec notre propre moteur de workflow directement intégré à la solution. On a un groupe indépendant avec une croissance à l'international, en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient. Et on s'appuie sur un écosystème de partenaires technologiques et d'intégrateurs certifiés qui nous permet d'accompagner toute typologie de clients, aussi bien des collectivités et des entreprises dans leur transformation numérique. En quelques chiffres, Neoledge, c'est 10 millions de chiffres d'affaires chez CA en 2023. Et on réinvestit en permanence 20% de ce CA en R&D, notamment beaucoup cette année sur l'IA, qui nous permet de tenir une bonne longueur d'avance sur cette technologie. C'est 115 collaborateurs et 100% de nos nouveaux clients sont en cloud, permettant de leur faire bénéficier de cette nouvelle technologie. Ça représente plus de 300 clients et 250 000 utilisateurs quotidiens. Notre parc de clients à l'heure actuelle, une petite loupée, 50%, on a 10 des plus grandes villes de France, la ville de Paris, la ville de Lille, la métropole de Nice-Côte d'Azur. Ça représente aussi 20% des départements français, 54% des régions en France qui sont équipées de la même solution, Elise, 46% des ministères qui sont aussi équipés de la solution, et des banques et assurances et mutuelles qui utilisent l'application parfois depuis plus de 15 ans. On a aussi quelques énergies, des communications coopératives, Orange, Total Energy, Vivadour, qui ont la chance d'utiliser le produit et en sont très satisfaits. Elise Cloud, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme intégrée de GED et de GEC d'OPLIA sur la totalité de la chaîne. Aussi bien en première partie au niveau de la capture, on va être capable donc d'intégrer du papier et de l'email et de faire de la reconnaissance intelligente et de l'extraction de données sur ces modèles de documents. Que ce soit du mail ou du formulaire ou du papier, on va être en capacité sur de l'écriture manuscrite ou tout simplement d'actérographier, d'extraire l'ensemble des métadonnées et de les propulser au niveau des formulaires. On est capable donc de s'intégrer aussi avec Outlook directement avec des connecteurs pour récupérer un certain nombre d'informations. Tout ça, une fois qu'on a capturé l'information, on va tout simplement le traiter, soit dans le domaine de la GEC, soit dans le domaine de la GED. Dans le domaine de la GEC, ça va être de la salle courrier numérique, ça va être de la classification intelligente et automatique, éviter tout simplement que les opérateurs aillent lire l'ensemble du contenu des documents et que ça se classe directement, et gérer l'ensemble des processus entrants et sortants des documents. On va bien entendu s'appuyer sur des bases de contact pour gérer tout ça. Sur la partie GED, on va vraiment s'appuyer sur des workflows, notre propre moteur de workflow interne, et gérer un certain nombre de formulaires totalement personnalisés avec les métadonnées qu'on va récupérer des documents. Bien entendu, derrière, ça va être de la recherche et du classement pour pouvoir retrouver l'information. L'objectif, c'est d'une part de classer, mais aussi de retrouver facilement l'information dans le système. Et derrière, on va, grâce à ça, créer des dossiers contextualisés et donc faire des regroupements d'informations pour faciliter l'affichage de l'ensemble d'informations au niveau de l'utilisateur. Comme je vous disais tout à l'heure, on a notre propre processus de BPM, donc notre propre moteur de workflow, et derrière on va pouvoir mettre des étapes spécifiques suivant le montant d'une facture, suivant des informations critiques ou pas, et orienter le document vers le bon workflow, vers le bon utilisateur, et donc derrière apporter encore de l'intelligence à cette étape-là. In fine,
On va proposer de la signature électronique intégrée à la solution, soit via notre parapheur électronique, ELISflow, où l'utilisateur va pouvoir directement signer un certain nombre de documents, soit unitairement, soit en lot. Et derrière, aussi, des personnes qui n'ont pas accès à l'application vont pouvoir directement signer leurs documents, type un contrat de travail, une commande, directement à partir de l'application. ELIS, c'est quoi? C'est 2 versions par an, donc on travaille énormément sur l'évolution du produit pour que ça réponde au maximum aux besoins de nos clients. Derrière un club ELIS avec un certain nombre de clients qui nous permettent de remonter cette information au niveau de la R&D et faire avancer le produit comme il se doit. En termes de service, donc on n'est plus sur une partie logicielle, on est vraiment sur une partie service. Donc une partie service avec 2 versions par an qui évoluent. Donc l'ensemble de nos clients bénéficient gratuitement de cette évolution, juste en ayant souscrit à l'abonnement initial. Et derrière, on propose une palanquée de microservices, que ce soit de l'annualisation, de la conversion, de la ladrate basée sur l'IA, l'indexation automatique, la signature électronique, de la BI. Tout ça pour derrière, après, pouvoir s'interfacer à d'autres systèmes d'information, aussi bien sur la partie métadonnées d'information, aller publier ces métadonnées ailleurs, ou tout simplement sur la partie documents pour aller chercher et récupérer des documents ailleurs. Donc en termes de conformité, donc nos centres de données sont ISO 27001 et on fait très attention à ce que le PUE soit inférieur à 1.5 en termes de développement durable. Notre personnel est français, habité et localisé en France. En termes d'infra, on essaye de faire un maximum sur les ressources dédiées et isolées par client. Ça nous permet d'avoir une sécurité maximum sur cette technologie et d'avoir tout ce qui est MFA et audit des accès avec l'anti-DDoS. Notre niveau de service, c'est un SLA de 99.9, c'est important et c'est prioritaire pour nous. Toutes les équipes se mobilisent en permanence pour avoir ce niveau de service. Et en termes de RPO, on est à 2 heures et un RTO de 18 heures. En termes d'opération, la supervision et des alertes en permanence, des inventaires automatisés, un patch management, c'est-à-dire que dès qu'il y a des erreurs, on va déployer automatiquement des patchs sur l'ensemble de l'infrastructure de nos clients, de notre infrastructure mise à disposition de nos clients, et on fait des sauvegardes en continu d'application, ce qui permet qu'en cas d'attaque ou de perte de données, on est en capacité de remonter le système dans les moins de 2 heures sur l'autre centre de données mis à disposition. Au niveau des protections des données, l'ensemble des données sont chiffrées en transit et au repos, et bien entendu, tout est géorondondé. Dernière slide sur la partie ELIS Cloud. Donc on a beaucoup travaillé sur l'interface utilisateur, c'est vraiment quelque chose chez nous qui est important. Un projet est réussi qu'à partir du moment où l'utilisateur adhère au produit et adhère au projet. Et c'est grâce à ça que l'ensemble de nos clients arrivent à utiliser le produit et arrivent à faciliter le déploiement grâce à une ergonomie fluide, des tableaux de bord qui sont totalement personnalisables par l'utilisateur et par l'administrateur. Et derrière, pareil, pour la partie processus automatisé, avec vraiment une visibilité graphique qui nous permet à l'ensemble de nos clients de visualiser l'ensemble d'état d'avancement du document et de traitement qu'on en fait. En termes de décisionnel statistique, on est capable de remonter sur le traitement de l'IA, sur le temps de traitement des documents, sur les data gateway, un certain nombre d'informations qui sont accessibles soit via Power BI, soit directement par les protocoles OData qu'on met à disposition gratuitement. Et en termes de sécurité et traçabilité, du fait de nos clients, des grands comptes, plus des ministères et des villes, on sécurise au maximum. Il y a une auditabilité permanente de l'information au niveau de l'application et on est capable de savoir qui a modifié quoi et qui a visualisé quoi en termes d'informations dans le système. Ça, je vais te passer la main et donc je vais passer la main à Salah pour la présentation du labo de Neoledge. Merci d'être présent. Pour le laboratoire à ELIS, c'est important de dire que c'est un laboratoire au vrai sens, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est l'automatisation du process de la gestion documentaire. Et à travers l'IA, on sait très bien que la valeur scientifique ou le travail technique scientifique est très important, surtout de maîtriser. Et d'ailleurs, depuis ce matin, j'étais dans pas mal de conférences, ils ont parlé beaucoup de l'IA, mais en tant que professeur, parce que moi aussi je suis un professeur universitaire, donc il y a pas mal de termes qui ne sont pas bien placés. Donc il y a une raison de placer une vraie équipe spécialisée. Donc moi-même, je suis un professeur, donc docteur habilité depuis 2007, donc en IA, spécialisé en IA. Mes collègues de l'équipe à ELIS aussi sont des ingénieurs
spécialisé en intelligence artificielle. Et sachant que l'intelligence artificielle, donc, je dois corriger quand même quelques trucs. En fait, il y a plusieurs axes. Ce qu'on parle aujourd'hui, depuis peut-être hier même, on est dans la machine learning, donc l'apprentissage automatique. Alors que l'intelligence artificielle, il y a deux autres axes. L'optimisation, un axe aussi qu'on fait au niveau ILIS, et il y a un autre axe qu'on ne fait pas, mais tout le monde, ils ne le font pas depuis longtemps, mais c'est un axe aussi de l'intelligence artificielle, il s'agit de la logique flow. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de l'apprentissage automatique, c'est pas l'IA au sens large. C'est vrai, la plupart des applications, c'est de l'apprentissage automatique, c'est ce qu'on fait. On a pensé à la souveraineté, pourquoi? Parce qu'on traite des données, on utilise des données pour l'apprentissage, et donc c'est très important. Et d'ailleurs, c'est important justement parce que tout ce qu'on va vous montrer en termes de développement des modèles, c'est des modèles de knowledge, c'est des modèles du laboratoire ILIS. Donc on n'utilise pas des modèles qui sont déjà déployés ailleurs ou qui font le traitement ailleurs. Donc l'intelligence artificielle, mais surtout du ML, Deep Learning, NLP, donc Natural Language Processing, donc le traitement automatique du langage, et comme j'ai dit, donc toujours pour l'automatisation de tout le process de gestion documentaire. Donc on fait de l'autoclassification, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, donc une classification automatique de documents selon le type, le service, ou peu n'importe donc la classification, avec une classification dynamique ou incrémentale. Donc on va vous montrer c'est quoi exactement. C'est ce qui fait aussi la différence par rapport à un apprentissage automatique classique qu'on connaît dans les auto-ML. On fait aussi de l'auto-indexation pour pouvoir remplir les formulaires d'une façon automatique. Donc on est toujours dans la même logique d'automatiser tout le process de gestion documentaire. L'autoséparation, donc un module aussi qu'on a développé, qu'on continue à améliorer parce que c'est très, très spécifique, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc un taux d'apprentissage pour l'autoséparation de 99%, peut-être il n'est pas accepté, on n'a pas le droit de commettre l'erreur au niveau séparation. Donc on fait aussi le traitement de langage naturel, donc que ce soit pour l'analyse de données automatiques ou surtout le Smart Assistant ou l'assistant intelligent dans ILIS. Alors. Merci Salah. Je vais repartir moi sur la partie machine learning pour automatiser le traitement des données avec justement l'auto-indexation, excusez-moi, je vais y arriver. Donc en fait on est en capacité tout simplement de traiter du document structuré et semi-structuré, que ce soit du document dactylographié ou manuscrit. Donc on va être en capacité tout simplement d'apprendre sur des documents manuscrits avec reconnaître l'écriture. Donc là il n'y aura pas d'apprentissage de l'écriture, hein. C'est par rapport à de l'apprentissage qui a été fait depuis très longtemps, simplement. Par contre on va apprendre sur des formulaires à juste récupérer l'information, où est-ce qu'elle est bien localisée, mais l'écriture manuscrite, eh ben, il n'y aura pas d'apprentissage à faire, elle va se faire automatiquement, dont l'arabe. Tous les formats en entrée, que ce soit du JPEG, PDF, BMP et autres, on va pouvoir les traiter et on va être à jusqu'à peu près des pages de 500 MO jusqu'à moins de 200 pages en termes de traitement global. Donc on va pouvoir traiter des contrats de plusieurs pages, de dizaines de pages, tout simplement pour aller récupérer les informations qui sont pertinentes et les mettre directement au niveau du formulaire ELISE. Au niveau de l'automatisation de la capture, on va reconnaître la typologie de documents, parce qu'on va pouvoir avoir un seul canal d'entrée et déverser l'ensemble de tous les types de documents qu'il y a dedans. On va les numériser, les déverser, et le système va être en capacité d'identifier que c'est tel format et surtout telle typologie de document, et on va appliquer tel modèle de reconnaissance sur ce document. On va être donc capable d'extraire les métadonnées et d'extraire des données en tableau aussi. C'est-à-dire que sur des factures où il va y avoir beaucoup d'informations, ou même sur d'autres typologies de documents avec beaucoup de tableaux, on va être en capacité de récupérer un fichier associé avec différentes informations et de recréer le tableau avec les bonnes informations. On va
implémenter aussi un fichier de suivi. Pour chaque métadonnée reconnue, on est en capacité tout simplement de voir le taux de reconnaissance qui varie entre 80 et 100% et voir la fiabilité du système. Derrière, ces taux de reconnaissance, on va pouvoir analyser et remonter l'information à l'opérateur pour dire attention, ce taux de reconnaissance est trop faible, il y a une vérification d'un opérateur à faire directement. Et tout ce qui est données index-out, effectivement, grâce à la possibilité d'extraire les données sous forme de tableau, on va récupérer toute cette information sous forme de JSON et l'associer au document. En termes d'entraînement, à partir de 2 fichiers dans l'échantillon, on est capable d'avoir un bon taux de reconnaissance. On est un outil qui est full web pour le basisage et full web aussi pour l'intégration et le paramétrage dans Elise. Il n'y a aucun code à faire directement, tout se fait par des applications et des interfaces web développées spécialement pour le système. En termes de modèle économique, on va fonctionner plutôt à la page et un abonnement en page par mois. Je te repasse la main sur l'autoclassification. J'ajoute juste une précision par rapport à l'auto-indexation. Pour les documents non structurés, c'est important aussi de préciser que le travail qu'on est en train de faire, c'est d'aller à une auto-indexation liée aussi au contexte, c'est-à-dire une vraie analyse du contenu du document pour pouvoir extraire les informations pertinentes. Alors, pour l'autoclassification, donc le process est, disons, classique. Donc, on récupère des données en input et un flux multicanal. Après, il y a une phase de pré-traitement de données. Donc, ça aussi, c'est les algos que nous, on a développés et qu'on essaie de les utiliser surtout pour adapter l'autoclassification par rapport aux documents d'une métier à un autre ou d'un client à un autre et d'un type de document à un autre. Donc, au niveau du pré-traitement, on peut adapter aussi avant la phase de classification, ou avant même la phase d'apprentissage, l'ensemble des informations, des attributs, on dit, donc l'ensemble des attributs qu'on va utiliser pour l'apprentissage. Donc on fait une vectorisation du contenu textuel, mais on peut aussi aller aussi à l'image. Donc utiliser l'image avec le vecteur texte s'il faut. Sinon, si on a assez de données pour pouvoir capter surtout les relations entre les clients pour pouvoir les classer, donc on passe à une phase d'apprentissage. Et c'est important aussi de préciser que pour la phase d'apprentissage, on peut ne pas avoir assez de documents pour, par exemple, un projet qui vient de commencer. Donc on a pensé à l'apprentissage dynamique que je vais montrer tout à l'heure. Donc on fait un premier apprentissage et bien sûr donc on évalue l'apprentissage donc avec des méthodes scientifiques pour pouvoir adapter et améliorer donc l'apprentissage, et on passe après à l'exploitation donc en essayant comme j'ai dit donc d'adapter tout ça. On utilise des modèles de Elise, donc des modèles de Knowledge adaptés comme j'ai dit par rapport au document, allant d'un algorithme machine learning, donc apprentissage automatique simple, jusqu'au apprentissage profond, deep learning, et aussi d'autres modèles spécifiques à notre laboratoire qui se basent essentiellement sur la hiérarchisation donc, du contenu textuel du document. Donc le contenu il est bien analysé avant d'être classé, et classé selon bien sûr donc une expertise qui est déjà donnée dans les bases taguées ou les documents tagués. Donc il s'agit d'un apprentissage supervisé, mais on a pensé aussi à une classification non supervisée dans le cas où les bases d'apprentissage ne sont pas encore structurées, on n'a pas assez de données, le client il n'est pas encore prêt de classer ses documents au départ, donc on peut l'aider et on peut assister l'utilisateur à classer le document indépendamment de ce qu'il y a peut-être ou de ce qui est prévu. Donc une fois l'apprentissage est fait, donc on passe à l'exploitation. Donc selon type, service, peu n'importe les classes que l'utilisateur il va nous donner. Donc les résultats de tout ça. Donc vous voyez la courbe sur un mois, je pense, ou 2 mois.
Donc on essaie d'exploiter ce qu'on a fait, donc exploiter notre modèle d'apprentissage de classification. Donc ce que vous voyez, donc c'est le taux d'apprentissage ou l'accuracy, donc le taux de reconnaissance de la classe du document. Donc on est bien. Parfois, avec l'arrivée, par exemple, d'une quantité, une bonne quantité de documents qui ne sont pas reconnus parce que la classe, elle n'était pas donnée au départ, ou c'est une classe où il n'y avait pas assez de documents dans la phase d'apprentissage, ou peu n'importe, donc ou un changement dans le métier. Donc peut-être un type de document qui était classé dans une classe donnée. Après, il y a le format, le texte ou le contenu de documents de la même classe a changé. Donc on voit très bien que l'accuracy ou la précision a baissé un peu. Mais par contre, la courbe en noir, c'est la courbe de l'apprentissage incrémental ou l'apprentissage dynamique. C'est spécifique à ELISE, c'est spécifique à Knowledge. Donc c'est un modèle, c'est notre modèle qui s'adapte par rapport aux corrections qui se font sur les classifications faites ou proposées par notre modèle de classification. Donc vous voyez sur la courbe jaune, donc c'est une classification normale, un apprentissage automatique ou un apprentissage profond normal, sans adaptation, sans apprentissage incrémental. Nous, donc, on fait l'apprentissage incrémental. Vous voyez, donc, par exemple, à la fin du 2 mois, donc, on arrive à adapter notre courbe à presque 100% de taux d'apprentissage et on arrive à corriger donc les erreurs que normalement vous pouvez l'avoir si vous appliquez n'importe quelle approche d'apprentissage automatique classique. Après, notre outil aussi de classification, il sait quand il n'est pas sûr de la classification. Donc il y a ce qu'on appelle nous facteur de confiance. Donc il sait vous dire que oui, je classe, mais je ne suis pas certain, merci de corriger si jamais vous voyez que je suis pas bien. D'une part déjà pour plus de confiance, mais de l'autre part aussi pour pouvoir corriger avec l'apprentissage incrémental. Donc les barres que vous voyez, donc sur deux types de classification, donc la couleur jaune, donc on était confiant, on a bien classé, il n'y a pas d'erreur. Sur les noirs, on n'était pas sûr. Parfois, c'était bien classé, même si on n'est pas sûr, mais il était bien classé. Et presque dans la moitié, ou un peu moins que la moitié, on n'était pas sûr. Et effectivement, on a commis une erreur. Donc, les pourcentages d'apprentissage, au final, donc, pour un premier type de classification par service, on est à plus que 94% de taux d'apprentissage. Et pour un autre type de classification, par exemple la classification par type de document, on est à plus que 97%. Avec des taux de confiance, comme vous voyez, donc presque proches à 100%. Pour certains documents, on n'est pas certain, mais effectivement, donc, on trouve que l'erreur, effectivement, elle peut être corrigée par l'apprentissage incrémental ou l'apprentissage dynamique. C'est spécifique à ELISE, l'apprentissage incrémental sur la classification ou l'auto-classification de documents. Ça nous a permis déjà de pouvoir commencer même avec des bases d'apprentissage relativement petites. Et parfois c'est une problématique parce que si on dit apprentissage automatique ou intelligence artificielle, il faut du données pour pouvoir apprendre. Donc nous on s'est dit on va développer les modèles qui s'adaptent au fur et à mesure de l'arrivée des données. Donc comme ça, on peut commencer directement donc, notre projet d'autoclassification, même si on n'a pas assez de documents pour certaines classes ou parfois même des erreurs. Et on a remarqué même d'ailleurs que parfois notre approche d'autoclassification il est plus performant qu'un expert, donc l'opérateur du métier. Il a corrigé carrément donc quelques erreurs de l'opérateur du métier. Je te passe l'image. Donc la dernière étape en fait effectivement de l'IA intégrée à l'aide à ELISE, c'était d'intégrer un chatbot directement pour
améliorer la recherche des fonctionnalités et de pouvoir faire une conversation avec l'utilisateur, tout simplement pour l'aider à utiliser mieux l'outil sur la partie aide en ligne. Donc la première volonté, c'était vraiment tout simplement d'assister l'utilisateur à utiliser telle ou telle fonction en lui posant directement une question en langage naturel et l'utilisateur aurait directement sa réponse au niveau du chatbot pour simplifier et améliorer l'utilisation et permettre un meilleur déploiement de l'outil. Ça, c'est la première étape déjà opérationnelle. La deuxième étape, ça va être d'utiliser le chatbot, le même chatbot, mais pour la recherche. Et donc derrière, le système va s'appuyer sur l'ensemble de la base documentaire ELISE, sur l'indexation, pour remonter l'ensemble des documents que va chercher l'utilisateur. Au lieu d'avoir un formulaire de recherche qui fait 3 à 4 pages avec des métadonnées spécifiques, de mettre dans la conversation l'ensemble des informations, les périodes de date ou pas, et de remonter cette information directement au niveau de l'utilisateur via la barre de recherche standard ELISE. Une précision justement par rapport à tout ça, et on va aller encore plus loin vers l'assistant intelligent, Smart Assistant de ELISE. Donc au-delà de la recherche, au-delà du chatbot, donc on veut plutôt aller vers une assistance carrément des autres fonctionnalités où l'utilisateur il peut demander carrément de réaliser une tâche, ELISE, et l'assistant il le fait, donc où il montre à l'utilisateur rapidement comment il peut faire la tâche avec une optimisation. Ça c'est important, c'est l'expérience utilisateur, donc on veut capter l'expérience utilisateur pour adapter aussi l'usage d'ELISE. C'est la phase. Donc là, on arrive sur l'interface directement d'ELISE, donc avec l'ensemble des 3 thématiques qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc là, l'autoclassification, l'auto-indexation et le chatbot. On va être sur cette première partie sur l'autoclassification. Donc on va avoir directement des graphiques qui sont spécialisés pour la démo, avec des taux de reconnaissance par service, par typologie et par famille nature. Donc là, on est vraiment sur un cas concret issu d'un de nos clients. Vous verrez tout à l'heure que c'est vraiment des documents mais qui sont biffés de nos clients pour tout simplement arriver à déterminer le service destinataire, la typologie de document et la classification complète du document en début d'archivage. Parce qu'on sait très bien que pour archiver un document, va falloir le classer à plusieurs niveaux et il y a toujours une problématique de classer ce document. L'utilisateur a parfois du mal. Le système va pouvoir le faire de manière automatique et derrière pour arriver à avoir différents niveaux de classification. Si je reviens sur mes documents, donc là, il a terminé 4 documents. Et là, on voit très bien que sur la classification, donc on a d'une part été capable d'extraire simplement les informations du contact externe, mais surtout, on va être en capacité, donc sur les documents qui sont biffés, on est obligé, nous, mais surtout d'extraire l'ensemble tout simplement de le service destinataire. Là, c'est un service, donc gestion des actifs qui va récupérer l'information. Là, le type de document et tout simplement la famille nature, la classification complète de l'information, avec pour chaque terme classé son taux de reconnaissance. Et derrière, le système nous va dire s'il est certain ou pas certain de cette classification. Donc là, l'objectif tout simplement, c'est de numériser le document, de l'envoyer dans le workflow. Et derrière, le système va classer le document, l'envoyer vers le bon type de document, vers le bon service, et derrière, va classer au niveau de l'archivage, le document de manière automatique. Derrière, en cas d'incertain, l'information, le document va repartir vers un opérateur juste pour faire vérifier cette information et pour être sûr que derrière, nous classons correctement le document avec la proposition qui en est faite. Donc là, on était sur un premier document. On a 4 exemples de ce côté-là. Donc là, on était tout simplement sur un acte de décès envoyé par la mairie de Lille. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour défiler en bas parce qu'on est vraiment sur un acte de décès. Et derrière, on va, pareil, arriver vers un contentieux professionnel. Vous voyez que vous, moi, je ne suis pas censé savoir que l'acte de décès derrière va vers le contentieux professionnel. Par contre, le système a été capable de déterminer que par rapport à l'historique de la base, l'envoi de ces typologies de documents et l'ensemble des mots-clés qu'il a retrouvés, derrière, vont partir vers ce service-là, avec cette classification-là. Et derrière,
la thématique qui a été renseignée sur l'historique des documents par rapport à cette même philosophie. Typologie de documents, donc là on était sur un avis de signature de contrat de prêt, et ben derrière c'était un crédit professionnel, donc le système est capable de déterminer si c'est du personnel ou du professionnel et l'envoyer vers le bon classement pareil et le bon service qui est en charge de ces documents. Dernier cas d'exemple, c'était tout simplement un procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire. Pareil, là, c'est le service gestion actifs immobiliers qui sera en charge de gérer ces documents avec une typologie bien déterminée et un classement bien déterminé. Donc là, on a juste introduit les documents et le classement s'est fait automatiquement. Et derrière, le processus est parti automatiquement vers le bon service sans intervention humaine de l'opérateur pour revoir cette information. Je vais revenir sur l'autre partie de la classification. Et donc là, on est plus sur la gestion de formulaires. Donc sur une demande de retraite remplie de manière manuscrite, celle-ci elle est factice, mais le contenu est... on est en capacité d'extraire l'ensemble du nom de l'adhérent, le prénom de l'adhérent, le numéro de l'adhérent, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, et l'ensemble, quelque part, de toutes les informations. On s'arrêtait là, mais on aurait pu extraire l'ensemble des informations de manière manuscrite, avec un taux de reconnaissance qui est quand même assez improbable, hein, parce qu'il n'a pas fait d'erreur, et on va avoir un rapport bien détaillé que pour chaque typologie de document, sur certains il est à 94%, sur la date de naissance, sur le nom il est à 96%, et ainsi de suite, alors qu'on a fixé un seuil, nous, de classement à 50%. En dessous de 50%, on n'autorise pas le système à récupérer cette information. Tout ça, c'est paramétrable, et ça vous permet tout simplement d'extraire des données à partir de n'importe quel formulaire, que ce soit manuscrit ou dactylographié, et derrière d'apposer les processus automatiques concernés. On est en capacité aussi tout simplement d'extraire via des cartes grises ou n'importe quel type de document, ça c'est du classique, mais vous voyez, on extrait l'ensemble de toutes les métadonnées possibles, et juste par simple apprentissage, avec 2 documents, grâce à ça, on va pouvoir extraire l'ensemble des informations. Toujours avec des taux de reconnaissance assez élevés, et en temps réel, le traitement se fait en moins d'1 minute par document, sachant qu'on peut transversaliser la totalité des traitements. Dernier cas de figure, ça va être tout simplement le chatbot. Et donc on va avoir notre petit chatbot qui est ici, où je vais pouvoir interroger directement le chatbot. En faisant une faute d'orthographe, et derrière le système va être en capacité de me répondre intégralement, tout simplement par une simple question, et on va pouvoir faire des comparaisons, des remarques directement, et la possibilité de signaler une réponse incorrecte si je considère que la réponse n'est pas correcte, et va remonter directement au système central. Voilà les 3 cas d'usage qu'on a mis en application donc chez Knowledge au niveau de l'IA, et donc en espérant, et d'autres cas d'usage qui vont arriver au niveau de l'autoséparation, de pouvoir arriver à des fonctionnalités qui vont faciliter la vie de nos utilisateurs et faire gagner en productivité nos clients sur cette partie-là. Je complète justement par rapport à tout ce qu'on vient de voir. J'ai dit au début de ma présentation, c'est que tout ce qu'on fait en tant que modèle ML ou Deep Learning ou peu importe, c'est nos modèles à nous, parce que c'est... vous avez certainement entendu parler de l'hallucination de l'intelligence artificielle, et c'est un risque qu'on en parle tous les jours. Donc nous, même ce que vous venez de voir au niveau chatbot, c'est de l'IA générative, mais par contre bien contrôlé pour qu'il ne répond pas d'une façon, qu'il ne fait pas des hallucinations, et c'est un problème très connu, donc le problème d'explanabilité en IA. Donc, et ça, pour préciser qu'une équipe spécialisée en IA, c'est important aussi pour éviter tous ces types de problèmes. Est-ce que vous avez des questions ?
propos de l'hallucination, en fait, ce qui me surprend, c'est que en fait, on laisse la machine halluciner. Elle n'a pas moyen de se rendre compte. Est-ce qu'il y a un taux de véracité des informations qui sont extraites par l'IA, qui pourrait nous dire ça, c'est sourcé à 100% de telle et telle manière, ou alors ici, il n'y a qu'une seule source, etc. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une sorte de score de validité de la réponse qui sort. Auquel cas, s'il est inférieur à un certain score, on dit c'est potentiellement une hallucination. Voir les faux positifs, en fait, parce que le pire, c'est pire que je ne sais pas, c'est je prétends savoir. Oui, ben justement, c'est ce que je viens de dire. Il y a cette histoire de score, score, mais aussi donc adapté par rapport à ce qu'on fait au niveau fine-tuning, au niveau apprentissage. Mais par exemple, pour les premiers modules, donc c'est pas de l'IA générative, donc on n'a pas un risque d'hallucination, donc on n'en parle pas. Mais par rapport à tout ce qui est IA générative, on essaie de contrôler par rapport justement à un score que nous on juge. Et surtout le contexte qu'on donne. Donc, le contexte qu'on donne pour répondre, c'est un contexte que nous on définit par rapport au contenu de la, par exemple pour le chatbot, contenu de la documentation. Ici, il n'y a pas d'IA générative, donc il n'y a pas d'hallucination de création de textes absurdes. J'ai juste une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé de 3 axes, machine learning, optimisation, et le troisième, c'était... Le troisième, qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est la logique flow, phase logique. La logique flow. Pour l'instant, on n'a pas besoin pour ce qu'on fait, mais c'est un axe qui est oublié. Mais en tant que prof, je ne peux pas m'empêcher de préciser. Est-ce qu'il y a possibilité d'utilisation des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, sachant qu'avec l'utilisation, on va définir le contexte et le profil de l'utilisateur, et comme ça, lorsqu'on va définir le contexte, on va se limiter à la base documentaire de l'entreprise. Est-ce qu'on peut exploiter cette plus? En fait, peut-être je dois expliquer un peu c'est quoi les modèles actuels, les transformers en NLP. Donc c'est ce qu'on appelle checkpoint. Donc c'est un modèle qui a appris à travers des données déjà qui ont été implémentées donc, dans le modèle, et après on l'utilise pour reconnaître le contexte de ce qu'on donne comme contexte. Donc j'ai dit la souveraineté au départ, j'ai dit on fait nos modèles à nous, justement pour ne pas mettre le contexte du client donc ailleurs. Et c'est important, et c'est la raison pour laquelle on a fait une stratégie de création de laboratoire carrément de recherche au niveau knowledge. Oui, non, c'est pas ChatGPT. Ouais. Bonjour. Vos principaux cas d'usage tournent autour du traitement des documents semi-structurés, comme ceux que vous nous avez montrés, des formulaires officiels. Ce sont vos principaux cas d'usage? Alors, sur la partie extraction de données, oui. Sur la partie classification, pas du tout en fait. La partie classification s'appuie sur n'importe quelle typologie de documents qui sont pas du tout structurés justement en fait. C'est pour faire de la recherche à partir de là, dans une base documentaire. Non, pour l'autoclassification. Non, c'est plutôt une vectorisation textuelle et après derrière une classification par type ou service ou autre. Indépendamment de la qualité de l'OCR, parce qu'on a envisagé pour une mauvaise qualité de l'OCR, pour une langue différente ou peu importe. Donc on a envisagé justement le modèle qui prend en input l'image avec le texte, pas uniquement le texte. Mais sinon, pour un cas d'usage classique où il y a une bonne qualité d'OCR, c'est que le contenu textuel qui est pris en considération pour analyser les données, pour pouvoir trouver les relations entre les classes et documents. Non structurés. Je
pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir clôturer cet atelier. Merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand si vous avez plus de questions. Ce sera un plaisir d'y répondre.